Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le panorama des sanctions fiscales. En droit interne français, les sanctions permettent de réprimer les insuffisances de déclaration, mais aussi les manquements à des obligations formelles. Les suppléments d'impôts résultant d'un redressement sont soumis à des pénalités. Celles-ci varient en fonction de la situation du contribuable. L'administration dispose d'une gamme de sanctions assez étendue qui ne se confondent pas avec les sanctions pénales. La situation française mérite examen, notamment après l'ordonnance de simplification du 7 décembre 2005. Est-elle singulière au regard des dispositifs mis en œuvre dans d'autres pays ? Pour esquisser une réponse, on a choisi d'exposer le droit et la pratique en Italie, en Allemagne et en Slovaquie. Les contributions qui sont ici rassemblées nous donnent un éclairage original. État des lieux et perspectives en France. Jean-Pierre Lieb, chef du service juridique, de la Direction générale des impôts. On ne peut présenter l'état des lieux des sanctions fiscales en France et leurs perspectives, sans souligner au préalable l'importante évolution qu'a connue le régime juridique des sanctions fiscales administratives durant ces 25 dernières années. En effet, traditionnellement, les pénalités fiscales n'avaient aucune existence propre et étaient considérées comme de simples accessoires des droits en principal. Elles n'étaient donc pas soumises aux règles normalement applicables aux sanctions. Ainsi, dans un arrêt du 5 octobre 1973, le Conseil d'État a jugé que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne s'applique pas aux pénalités fiscales. De même, les sanctions fiscales n'étaient pas soumises aux règles de droit commun régissant les sanctions administratives, et en particulier au principe du contradictoire. Cette conception traditionnelle, faisant des sanctions fiscales une catégorie à part, a commencé à être ébranlée à partir de la fin des années 1970. En effet, en 1979, dans l'arrêt Yacht Motors Corporation, le Conseil d'État a confirmé que l'obligation de suivre une procédure contradictoire ne s'appliquait pas aux sanctions fiscales. Toutefois, il a justifié cette solution non pas par leur caractère accessoire mais en estimant qu'il résultait de la loi que le législateur avait entendu exclure l'obligation de suivre une procédure contradictoire. Un important pas supplémentaire fut franchi en 1982 par le Conseil constitutionnel, qui considéra que les principes constitutionnels applicables en matière pénale, droit de la défense, rétroactivité de la loi pénale plus douce, proportionnalité, s'appliquent aux sanctions fiscales administratives. En 1986, le Conseil d'État jugea que les sanctions fiscales doivent être motivées en droit et en fait, conformément à la loi du 11 juillet 1979. Progressant dans l'évolution remettant en cause la conception traditionnelle, le Conseil d'État revint sur la solution qu'il avait retenue en 1973 en considérant, dans l'avis Oudemont du 5 avril 1996, que la loi nouvelle moins sévère doit rétroagir. Tirant les conséquences de cette évolution jurisprudentielle, l'administration proposa en 1999 au Parlement d'imposer l'obligation de respecter une procédure conforme au droit de la défense préalablement à l'application de toute sanction fiscale. Aujourd'hui, aucune sanction fiscale ne peut être mise en recouvrement sans qu'au préalable le contribuable ait été informé des motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration envisage de lui appliquer une pénalité. Il dispose en outre d'un délai d'au moins 30 jours avant la mise en recouvrement pour présenter ses observations. Les droits de la défense sont donc parfaitement respectés. Ainsi, le régime juridique des pénalités fiscales a sensiblement évolué ces dernières années en se rapprochant tant de celui des autres sanctions administratives que de celui des sanctions pénales. Alors qu'elles étaient de simples accessoires de l'impôt soumises aux mêmes règles que ce dernier, les sanctions fiscales ont acquis leur autonomie et obéissent désormais à un ensemble de règles de procédure propres. Tandis que les règles de procédure applicables aux pénalités étaient fortement modifiées, les pénalités elles-mêmes n'ont pas connu de changement aussi important. En effet, depuis la loi du 8 juillet 1987 qui a modifié les pénalités les plus courantes et généralisé l'intérêt de retard, le dispositif des pénalités fiscales n'a pas connu de modifications importantes durant la période récente. Il a néanmoins connu de nombreuses modifications au fil des lois de finances. Certaines pénalités existantes ont été modifiées alors que de nouvelles ont été créées,
au fur et à mesure de l'évolution de la législation fiscale et des techniques. Ainsi, par exemple, l'instauration des obligations de paiement par virement ou par télépaiement ou de télédéclaration a nécessité la création d'une majoration spécifique, les pénalités existantes n'étant pas adaptées. En fait, pendant cette période, on a assisté à une stratification des textes, si bien qu'au fil du temps le dispositif des pénalités fiscales est devenu peu cohérent et peu lisible. Première partie. Il est donc aujourd'hui devenu nécessaire d'opérer un toilettage de la partie du Code général des impôts consacrée aux pénalités, ce qui pourra être effectué par voie d'ordonnance grâce à la loi d'habilitation du 9 décembre 2004, deuxième partie. Les sanctions fiscales aujourd'hui. Le Code général des impôts, CGI, comporte aujourd'hui environ 115 articles relatifs aux pénalités fiscales, classés dans le chapitre 2 du livre 2. Ce chapitre est divisé en deux sections. La première énonce les dispositions communes à tous les impôts, un tiers des articles environ, et la seconde contient les dispositions particulières classées par catégorie d'impôts, deux tiers des articles environ. Outre l'intérêt de retard, les pénalités fiscales se répartissent en trois grandes catégories. Les majorations de droits, sitôt allant de 0,2% à 150%. Les amendes proportionnelles à des sommes non mentionnées dans les documents qui doivent être transmis à l'administration ou mis à sa disposition. 7 taux différents variant de 1% à 100%. Les amendes forfaitaires, 11 quotités allant de 1,50 € à 25 000 € selon les cas. Le Code général des impôts prévoit dans ses articles 1727 à 1731 des pénalités proportionnelles, intérêts de retard et majoration, applicables en cas de défaut ou retard dans le dépôt des déclarations servant à l'assiette de l'impôt, en cas d'inexactitude ou d'insuffisance dans ces mêmes déclarations ou en cas de retard de paiement de l'impôt. On verra que ces pénalités sont les plus communément appliquées avec la majoration de recouvrement de 10% prévue par les articles 1761 et suivants du Code général des impôts. À côté de ces pénalités les plus courantes, le Code général des impôts prévoit des pénalités qui sanctionnent le non-respect d'obligations très diverses. Obligation de transmettre à l'administration ou de lui communiquer sur sa demande divers documents, tels des registres d'opérations ou des états de suivi, par exemple, l'état de suivi des plus-values en sursis ou en report. Obligation de se soumettre au contrôle de l'administration. Obligation en matière de facturation. Obligation incombant aux personnes versant certains revenus, salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc., de transmettre à l'administration des informations quant aux revenus et aux bénéficiaires. Les sanctions fiscales sont le reflet de la complexité de la législation fiscale. La lecture des 16 pages du Code général des impôts consacrées aux pénalités donne l'impression d'un dispositif répressif très complexe à appréhender. Toutefois, il l'est beaucoup moins en pratique. En effet, si on examine l'application qui est faite des pénalités, on constate une très forte concentration sur moins d'une dizaine d'articles. Ainsi, la pénalité de loin la plus appliquée, plusieurs millions de cas par an, est la majoration de 10% qui sanctionne le retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor, vient ensuite l'intérêt de retard qui n'est pas une sanction mais une réparation pécuniaire. L'examen des pénalités appliquées dans le cadre du contrôle fiscal externe, le plus représentatif, permet de constater que 28% sont fondés sur les articles 1728 à 1730 du Code général des impôts. Si on ajoute l'intérêt de retard, on parvient à un taux de 90%. On constate ainsi une application très concentrée sur les pénalités communes, appliquées en cas de défaut ou de retard dans le dépôt d'une déclaration, ou d'insuffisance dans les déclarations. Parmi les 10% restants, environ la moitié a pour fondement une dizaine d'articles du Code général des impôts. Ainsi, environ 2% ont pour fondement l'article 1788 septies du CGI, amende proportionnelle aux sommes non déclarées en matière de TVA autoliquidée. Environ 1,3% ont pour fondement l'article 1763A du CGI, amende pour distribution occulte. Environ 1,2% ont pour fondement les articles 1840H à 1840 Newton-Noniez du CGI, soit 9 articles, sanctions applicables en matière de timbre.
L'autre moitié se décompose de la façon suivante. Une quinzaine d'articles a un nombre de cas d'application compris entre 100 et 300. Par exemple, article 1840G à 1840G octies, sanctions applicables en matière de droit d'enregistrement. Environ 5 articles ont un nombre de cas d'application compris entre 10 et 50. Par exemple, article 1770 octies du CGI, sanctions applicables en matière de taxe forfaitaire sur les objets précieux. Tous les autres articles ont un nombre de cas d'application inférieur à 10. Par exemple, article 1740 du CGI, sanctions applicables en matière de droit de communication. Ces chiffres montrent bien que le nombre d'articles effectivement appliqués est très limité par rapport à l'ensemble des pénalités existantes. En pratique, le dispositif n'est donc pas aussi complexe à appréhender qu'il semble l'être en apparence. Il n'en demeure pas moins que les textes relatifs aux pénalités forment un tout, et que cet ensemble doit être lisible par tous, les usagers, les praticiens du droit fiscal comme les agents de l'administration. En effet, pour être efficace, un système de pénalité doit être dissuasif et il ne peut pas l'être s'il n'est pas facilement accessible aux contribuables. Or, force est constater que les modifications successives apportées au fil du temps ont rendu le dispositif des pénalités fiscales peu cohérent et peu lisible. Ainsi, on constate que les dispositions communes contiennent des dispositions particulières, par exemple, l'article 1734 terra du CGI relatif au régime fiscal des fusions. Qu'à l'inverse, des sanctions communément appliquées figurent dans les dispositions particulières. L'exemple le plus significatif est celui de la majoration de 10% due en cas de retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor, majoration qui est pourtant la plus appliquée et la mieux connue de l'ensemble des usagers. Les infractions similaires sont sanctionnées par des majorations ou amendes sensiblement différentes. Par exemple, les amendes applicables aux tiers déclarants varient de 5% à 80%. Les règles relatives à la constatation des pénalités, à leur recouvrement ou à leur contentieux manquent de cohérence. Des pénalités liées à un même impôt sont soumises à des règles différentes. Certaines pénalités sont inappliquées. Le vocabulaire employé est confus, et parfois même archaïque. Le moment est venu de redonner aux textes relatifs aux pénalités la lisibilité qui leur font actuellement défaut, au moyen des ordonnances de simplification. 2. Les sanctions fiscales demain. Après une première phase de simplification opérée par l'ordonnance du 25 mars 2004, qui a supprimé une vingtaine de pénalités devenues sans objet ou obsolètes, article 24 de la loi n° 2004/1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, autorise le gouvernement à simplifier, harmoniser ou aménager le régime des pénalités fiscales prévues par le Code général des impôts par voie d'ordonnance. Il s'agit en premier lieu de constituer une véritable partie commune, en l'apurant des dispositions spécifiques et en faisant apparaître clairement 9 catégories d'infractions, chaque catégorie étant identifiée par un titre inséré dans le code même, par exemple, 1. Infraction relative aux documents servant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, 2. Infraction relative aux autres documents, 3. Retard de paiement des impôts, etc. Il s'agit ensuite de regrouper, ou tout au moins de rapprocher, les pénalités sanctionnant des infractions similaires. Ainsi, les différents articles sanctionnant le non-respect de l'obligation de télédéclarer, de télépayer ou de payer par virement seront fusionnés en un seul. Par ailleurs, au lieu de définir les règles relatives à la constatation des pénalités, à leur recouvrement et à leur contentieux pénalité par pénalité, comme cela est fait aujourd'hui, l'ordonnance fixera des règles générales qui s'appliqueront à défaut de dispositions contraires. Les pénalités accessoires à un impôt, calculées sur des droits, seront régies par les règles applicables à l'impôt concerné. Les pénalités autonomes, amendes fixes ou assises sur une autre base que des droits, seront régies par les règles applicables en matière de TVA. Ainsi, d'une part, les textes seront sensiblement allégés car il ne sera plus nécessaire de reprendre pour chaque pénalité les règles de procédure et d'autre part, les règles de procédure seront simples à déterminer. En outre, l'ordonnance rationalisera les taux et les quotités des sanctions de la façon suivante. S'agissant des majorations proportionnelles,
l'éventail sera réduit de 0,2% à 100%, alors qu'il s'étend actuellement jusqu'à 150%. S'agissant des amendes forfaitaires, le nombre de quotités sera réduit de 11 à 6. Les montants des nouvelles amendes forfaitaires seraient donc les suivants: 15 €, 150 €, 750 €, 1 500 €, 10 000 € et 25 000 €. Les taux des différentes amendes applicables à des infractions similaires seront harmonisés. Ainsi, les infractions commises par les tiers déclarants seront désormais sanctionnées par des amendes de 5 à 50% alors qu'aujourd'hui elles peuvent s'élever jusqu'à 80%. Dans le prolongement des suppressions d'articles opérées par l'ordonnance numéro 2004-281 du 25 mars 2004 précitée, quelques pénalités supplémentaires seront supprimées. Enfin, la formulation de l'ensemble des textes sera revue afin de les clarifier, de moderniser et d'harmoniser le vocabulaire et d'employer les vocables adéquats. Il sera ainsi mis un terme à la confusion qui règne parfois aujourd'hui, lorsque certains textes désignent sous le même vocable des pénalités de nature différente. À l'issue de la simplification opérée par ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, le dispositif des pénalités fiscales sera plus lisible et plus cohérent. Il sera aussi beaucoup plus resserré puisqu'il sera réparti sur une soixantaine d'articles, contre 115 aujourd'hui et 130 avant l'engagement du processus de simplification. Ainsi, en moins de 2 ans, plus de la moitié des articles consacrés aux pénalités fiscales auront été supprimés. Enfin, je ne peux terminer cette présentation sans signaler l'avancée que constitue dans les relations entre les usagers et l'administration la mesure, proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2006, qui consiste à aligner le taux de l'intérêt de retard dû par les usagers et celui des intérêts moratoires dus par l'État. Ainsi disparaît un déséquilibre qui était fortement critiqué depuis de nombreuses années. La place des sanctions fiscales administratives dans le droit fiscal italien. Ivo Caraccioli, professeur à l'Université de Turin, Italie, président du Centre de droit pénal fiscal, avocat, Studio Legal Caraccioli Turin. Le rapport entre les sanctions fiscales et les sanctions pénales a fait l'objet, en Italie, d'importantes modifications. Le décret de 2000 a remplacé le principe du cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales, par celui de la spécialisation de la sanction. En effet, seule la sanction pénale ou la sanction administrative doit trouver à s'appliquer. Le décret de 1997 a introduit des principes généraux qui concernent toutes les sanctions, pénales et fiscales, ayant trait aux infractions commises aux impôts sur les revenus, et la TVA notamment. Ces principes concernaient l'assiette et l'encaissement des impôts. Il s'agissait en quelque sorte d'éviter que des règles particulières soient appliquées à chaque impôt. L'inadaptation des principes généraux du droit pénal aux sanctions administratives fiscales. Ces principes généraux s'inspirent de ceux du Code pénal applicable aux délits. Il s'agit là d'un principe qui résulte de la législation italienne, applicable depuis 1981, qui veut que dès lors que des infractions administratives mettent en cause en paiement, le droit pénal semble plus protecteur des droits et libertés des citoyens. Force est de constater que quelques-unes de ces principes apparaissent incongrues en matière fiscale. Par exemple, en matière pénale, il est nécessaire de vérifier que le citoyen mis en cause dispose de toutes ses facultés. Pour mettre en œuvre ce principe, en matière de sanctions fiscales, il est nécessaire d'avoir recours à un médecin ou à un expert en psychiatrie qui se prononcera sur la capacité du contribuable. De mon point de vue, il est inutile de transposer certaines garanties fondamentales du droit pénal dans le domaine des sanctions administratives. Il faut éviter de vexer le citoyen. Le droit pénal doit garder ses propres règles, dans la mesure où l'on va juger des crimes et des délits les plus graves, ce qui va affecter la liberté individuelle. Certaines garanties fondamentales du droit pénal ont été étendues aux sanctions fiscales. Ceci concerne la légalité, la non-rétroactivité, la rétroactivité de la loi la plus favorable, la non-transmission des sanctions aux héritiers, le concours des personnes, le concours au délit et la continuation. Concernant le délit fiscal, le contribuable doit avoir agi par sa volonté, ou par omission, sans contrainte physique et en dehors du cas de force majeure.
Il faut qu'il y ait une faute ou bien entendu, le dol. Les conseils bénéficient d'une garantie. Ils ne sont passibles de sanctions que dans les hypothèses de dol ou de faute grave. Le dol est considéré comme existant lorsque la violation a été commise, avec l'intention de compromettre la détermination de la base imposable ou de l'impôt, ou que l'action entreprise était destinée à entraver l'activité administrative de vérification. La définition de la faute grave est plus précise. Celle-ci est établie lorsque l'inaptitude ou la négligence du comportement sont indiscutables, qu'il n'est raisonnablement pas possible de douter de la signification et de l'importance de la norme enfreinte et que par conséquent le non-respect d'obligations fiscales élémentaires apparaît de manière tout à fait évidente. Il faut préciser que la non-exécution occasionnelle d'obligations de versement de l'impôt n'est pas considérée comme relevant d'une faute grave. Ces règles sont intégrées et permettent d'éviter des sanctions. Quand il y a une erreur factuelle non déterminée par une faute. Quand les relevés comptables sont effectués dans la continuité des valeurs de bilan, et selon des critères comptables corrects. Quand des violations sont commises à partir d'estimations correctes. Quand les estimations différent au maximum de 5% des chiffres vérifiés. Quand une incertitude plane sur l'application des normes, sur le caractère indéterminé des demandes d'information ou des formulaires à remplir concernant la déclaration des revenus ou le paiement de l'impôt. Quand le non-paiement de l'impôt est entièrement imputable à des tiers, et que ceux-ci ont été dénoncés à l'autorité judiciaire. Quand il y a ignorance avérée de la loi fiscale. Quand les violations ne portent pas préjudice au contrôle de l'administration, et qu'elles n'affectent pas la détermination de la base imposable ou le versement de l'impôt. Cependant, le Conseil peut être appelé à répondre de la sanction, lorsqu'il a induit en erreur un client inexpérimenté. Il s'agit là d'un auteur avec médiation. On a l'impression que, mis à part le cas particulier des estimations, dans lequel le Conseil est assez bien protégé, la position de ce dernier risque d'être délicate pour le reste car le législateur s'est principalement attaché à sauvegarder le contribuable inexpérimenté. Dans la pratique, chacun sait que le contribuable est souvent imprécis ou réticent à donner certaines informations à son conseil, notamment pour les évaluations de stock ou encore les possibilités de recouvrement de certaines créances. Or, convenons que le Conseil n'a pas la possibilité matérielle d'effectuer des vérifications auprès de tous ses clients. 2. Qui paie ou doit payer les sanctions ? Le décret de 1997 avait transféré de la société à la personne physique la responsabilité du paiement des sanctions fiscales pour les délits commis, en prévoyant uniquement des seuils quantitatifs au-delà desquels c'était la société qui en répondait, avec des dispositions de sauvegarde au profit des administrateurs et collaborateurs. Il s'agissait d'établir une responsabilité personnelle. Cette réforme avait suscité beaucoup d'inquiétudes chez les managers, appelés à répondre personnellement, avec parfois des sanctions pécuniaires très onéreuses, des éventuelles violations commises dans l'intérêt de l'entreprise. Au plan patrimonial, la situation était aggravée par le fait qu'en Italie les compagnies d'assurance ne peuvent pas couvrir le paiement des sanctions à la suite de délits. De nombreuses associations de cadres supérieurs avaient protesté contre ce dispositif. Il faut rappeler que tout ceci ne concernait pas seulement les administrateurs et les cadres supérieurs. Les collaborateurs de niveau inférieur pouvaient être appelés à répondre des sanctions encourues par l'entreprise dès lors qu'ils exerçaient dans l'entreprise des pouvoirs décisionnels. Sensible aux critiques, le gouvernement a de nouveau établi que les sanctions pécuniaires pour violation de la loi fiscale doivent s'appliquer à la société, et non aux personnes physiques qui les ont commises. Cette question fut réglée par la loi de finances pour 2004. Pour les managers, cela a été la fin du cauchemar. La disposition, rédigée dans l'urgence, qui a réformé le dispositif n'a cependant pas tout résolu. En effet, on se demande si le dispositif d'exonération de sanctions prévu pour les personnes physiques ne peut pas être étendu aux personnes morales. On peut facilement imaginer les difficultés liées à la preuve d'un dol ou d'une erreur excusable, impliquant une personne morale au lieu d'une personne physique. La doctrine considère que la vérification doit toujours être menée, mais à l'encontre de la personne physique qui a matériellement commis l'infraction, et ce même si la sanction s'applique à la personne morale.
Il s'agit là d'une solution analogue à celle adoptée en France en matière de responsabilité des personnes morales. Le nouveau dispositif concerne uniquement les sociétés et les organismes dotés de la personnalité juridique. Pour les autres, les sociétés de personnes par exemple, les règles fixées en 1997 continuent de s'appliquer. Nous avons un problème d'interprétation car le texte dispose : les sanctions administratives relatives au rapport fiscal des sociétés et des organismes dotés de la personnalité juridique sont exclusivement à la charge de la personne juridique. Certains interprètent l'adverbe exclusivement, dans le sens où, lorsqu'il s'agit de délits fiscaux commis par des sociétés ayant une personnalité juridique, il ne peut pas y avoir de relation entre celles-ci et les personnes physiques qui ont commis les violations, ni même avec leur conseil. Tout cela semble créer une sorte de traitement de faveur pour les collaborateurs et les conseils de sociétés ayant une personnalité juridique, par rapport aux contribuables personnes physiques, ou aux organismes dépourvus de la personnalité juridique. 3. Sanctions administratives et sanctions pénales, une distinction difficile. La distinction entre les sanctions administratives et les sanctions pénales n'est pas, en Italie, une chose facile. Il existe avec le système français notamment, d'importantes différences. En Italie, pour savoir si l'on se trouve face à une sanction pénale ou administrative, il faut s'attacher exclusivement à un critère de forme et non pas de substance. À suivre le Code pénal italien dans ses articles 17 et suivants, les sanctions pénales sont la prison à perpétuité, la réclusion et l'amende pour des crimes qui ont été commis. Il faut ajouter des amendes pour des contraventions. Les délits sont par conséquent des faits punis visés par le Code pénal mais aussi par des lois pénales spéciales. Tous les autres faits sont réputés de nature administrative. En conséquence, dès lors que l'on parle de peine pécuniaire, ou encore de paiement d'une somme d'argent, on est en dehors du domaine du droit pénal. On est dans la sphère du droit administratif, à laquelle appartient le droit fiscal. Quand un contentieux fait état d'un délit, cela signifie que le fait est jugé par le juge pénal, avec toutes les caractéristiques et garanties du procès pénal. Le Code de procédure pénale trouve à s'appliquer. Dans le système italien, contrairement à celui mis en œuvre en France, il existe le principe du caractère obligatoire de l'action pénale, de la part du ministère public. C'est l'application de l'article 112 de la Constitution. En d'autres termes, le principe français du caractère facultatif de l'action pénale n'existe pas en Italie. Par conséquent, si au cours d'un contrôle fiscal, la police financière découvre un délit, celle-ci doit le dénoncer au procureur de la République. Ce dernier est obligé d'engager une enquête pénale, sans attendre l'avis ou le filtre d'aucune commission. Nous ne connaissons pas la commission des infractions fiscales, CIF, qui existe en France. Les agents de l'administration enverront également et simultanément le dossier aux autorités fiscales afin que soient appliquées des sanctions administratives non pénales et des intérêts moratoires. Les relations entre le procès pénal pour l'examen des délits fiscaux et le contentieux fiscal qui se déroule devant les commissions fiscales, juridictions fiscales spécialisées, se caractérisent par une indépendance totale des procédures. Les deux procès sont différents. Le procès pénal tente à déterminer les éléments constitutifs du délit. Le procès devant les juridictions spécialisées constate la dette fiscale à récupérer et applique les intérêts et sanctions administratives encourues. Il en a été ainsi jusqu'en 1982, car s'appliquait alors le principe de la primauté fiscale, sur le fondement d'une vieille loi de 1929, en vertu de laquelle le ministère public ne pouvait initier le procès pénal que si le contentieux administratif était éteint. Le juge pénal était lié par ce principe. Comme le contentieux fiscal était fort long, il arrivait souvent que les procès pénaux ne puissent commencer que très tardivement. Tout ceci conduisait à une paralysie. À la suite des protestations de la magistrature et des pressions de l'opinion publique, la primauté fiscale fut abolie en 1982. Le principe de la double voie fut ensuite définitivement consacré par le nouveau Code de procédure pénale de 1989, puis ultérieurement confirmé par la réforme des délits fiscaux de 2000. Cette règle de la séparation absolue peut conduire à l'inconvénient de deux jugements contradictoires. En effet, le jugement pénal peut condamner le contribuable,
par exemple, pour usage de fausses factures alors que le juge fiscal, la commission fiscale peut considérer pour la même affaire qu'il y a eu fraude ou évasion. Ajoutons que se pose le problème de l'utilisation par les commissions fiscales de faits matériels vérifiés et établis par le procès pénal. Ce point est controversé dans le jurisprudence. Toutefois, la Cour de cassation s'est prononcée dans le sens du caractère inutilisable du jugement pénal, au motif qu'il existe dans le procès fiscal des limitations dans les moyens de preuve. La preuve par témoin, par exemple, n'est pas possible. Le jugement pénal ne peut faire état, autrement dit avoir autorité de choses jugées, dans le contentieux fiscal. Concernant le juge pénal, on ne saurait oublier que le juge pénal est libre de construire sa conviction sur la base des faits comme il l'entend. C'est l'un des piliers de la procédure pénale italienne. Les sanctions administratives fiscales en Allemagne. Michael Preisser. Professeur à l'université de Lüneburg, Allemagne, expert fiscal à Hambourg. Il existe en Allemagne une pluralité de sanctions administratives, accessoires aux impôts. L'application de celles-ci est liée à la situation du contribuable. En effet, il peut y avoir des sanctions y compris quand le contribuable a souscrit ses déclarations, quand il coopère avec l'administration. Des sanctions sont prévues dans la phase de liquidation de l'impôt. D'autres sanctions concernent des aspects et procédures particulières. Les sanctions et le principe déclaratif. Pour amener le contribuable à déclarer ses revenus dans les délais prescrits, les autorités disposent d'un moyen de pression appelé le Verspätungszuschlag. Ceci équivaut pour la France à l'intérêt de retard. L'intérêt de retard allemand sert à sanctionner les contribuables qui ne font pas de déclaration de revenus, ou la font avec retard. Cette mesure, à suivre la jurisprudence de la Cour fédérale des finances, doit avoir un caractère préventif. L'objectif est d'amener les contribuables à souscrire dans les délais leurs déclarations. La majoration est à la fois une sanction répressive liée à un manquement du contribuable, mais aussi elle a une fonction préventive. C'est un prélèvement fiscal complémentaire. Elle est exigible au moment où les impôts auraient dû être payés. Néanmoins, la majoration de retard est indépendante par rapport à l'impôt. Quand l'impôt est établi avec beaucoup de retard, parce que le contribuable souscrit tardivement sa déclaration, la majoration peut être demandée après que celui-ci soit établi. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, la majoration n'était pas due quand le retard du contribuable pour faire ses déclarations ne dépassait pas 5 jours. Il s'agissait d'un délai de grâce, qui ne pouvait être appliqué que s'il n'y avait pas d'abus. Cette disposition a été abolie le 1er avril 2003 par le ministre fédéral des Finances. Le nouveau dispositif a été mis en œuvre au 1er janvier 2004. Le manquement du contribuable n'est pas excusable en cas de retard répété, si la déclaration n'a pas été remise dans les délais, ou si la prorogation du délai qui a pu être accordé n'a pas été respectée. La majoration de retard ne doit pas dépasser 10% des impôts, elle est limitée à 25 000 €. Si l'impôt ou le montant servant de base est égal à 0, aucune majoration de retard ne peut être établie. Si l'impôt doit être corrigé après l'établissement de la majoration de retard, cette dernière sera rectifiée pour tenir compte du redressement des bases qui ont généré l'impôt. Enfin, l'article 329 du Code fiscal allemand permet d'appliquer une amende pour obtenir la production d'une déclaration. 2. Quand le contribuable ne collabore pas. Quand l'administration n'est pas en mesure de calculer l'assiette de l'impôt, parce que le contribuable n'a pas communiqué les bases, l'administration a le devoir de l'estimer. C'est notamment le cas quand le contribuable n'a pas souscrit de déclaration. Pour l'estimation, l'administration doit se rapprocher le plus possible des faits et de la réalité. Le résultat de l'estimation doit être économiquement possible et raisonnable. Cette procédure n'a pas pour but de punir le contribuable. Les estimations lunatiques, non fondées, sont interdites. Les erreurs grossières d'estimation, reposant sur des considérations arbitraires, peuvent générer des impôts exagérés et des suppléments excessifs. Il a été jugé qu'une assiette d'imposition a été définie de façon arbitraire,
dès lors qu'il n'est pas possible de connaître les opérations qui ont permis cette estimation. La pratique montre que l'estimation de l'assiette de l'imposition se fait sous réserve de vérifications ultérieures, lorsque les bases doivent être déterminées par une enquête extérieure, ou si les données fournies par le dossier n'offrent que peu de points de repère pour faire une estimation acceptable. Dans certains lands, les avis d'imposition dont les assiettes doivent être évaluées en raison de l'absence de déclaration sont faites, par principe, seulement sous réserve de vérification ultérieure. Ajoutons que les assiettes doivent être évaluées, même si un procès est intenté contre le contribuable pour délit fiscal. Le principe constitutionnel de procédure pénale qui protège le citoyen ne libère pas le contribuable de ses obligations fiscales. L'article 160 du Code fiscal allemand oblige le contribuable à désigner les bénéficiaires des frais et charges des entreprises. Si ceci n'est pas fait, les charges et frais ne sont pas retenus pour le calcul du bénéfice imposable, et par conséquent de l'impôt. Il s'agit de lutter contre les transactions commerciales sans facture, les notes de frais et autres dépenses non justifiées. Un contribuable qui ne désigne pas le bénéficiaire d'une charge ou d'un paiement voit sa responsabilité sans faute engagée. L'administration doit demander les noms des bénéficiaires. Cette demande doit être ni déraisonnable ni injuste. Dans l'hypothèse de paiement à des bénéficiaires étrangers, l'administration doit demander de reçu de la part du bénéficiaire s'il est établi que le paiement s'est fait dans des conditions normales et habituelles. 3. Le paiement d'intérêts et majoration de retard. Le contribuable n'est pas tenu de payer automatiquement des intérêts, mais seulement lorsque cela est prévu par la loi. Le taux est de 0,5% par mois échu. Cet intérêt est applicable car l'impôt a été établi à un moment donné, alors qu'il est perçu plus tard. L'intérêt s'applique à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle. Les autres impôts et taxes, la retenue à la source sur les salaires ne donne pas lieu au paiement d'un intérêt. Celui-ci s'arrête de courir au jour où l'avis d'imposition est connu. Le calcul des intérêts depuis la loi Steuerformgesetz est devenu très compliqué depuis 1990. Le code fiscal comprend plusieurs dizaines de pages très complexes. Les difficultés d'application sont nombreuses. Quand un sursis de paiement est accordé, les intérêts continuent de courir. Ils ne seront toutefois pas perçus quand l'impôt n'est pas fondé. Des intérêts doivent être payés quand il y a eu fraude fiscale. Celle-ci doit être établie par les faits objectifs et non contestables. La rectification spontanée d'une fausse déclaration n'a aucune incidence sur le calcul des intérêts. La condamnation du contribuable au plan pénal n'est pas nécessaire. Ceci découle du fait que la fixation d'intérêts liés à la fraude fiscale n'a pas de caractère pénal. En réalité, l'intérêt répare le paiement tardif de l'impôt. À noter que si la fraude fiscale concerne des personnes qui ont failli à leurs obligations, par exemple un employeur n'a pas fait de retenue à la source, les intérêts sont dus. Concernant la majoration de retard, si un impôt n'est pas payé une fois l'échéance passée, la majoration de retard s'élevant à 1% de l'impôt impayé est due pour chaque mois commencé. Il s'agit de faire payer au contribuable le prix du temps quand il diffère le paiement de ses impôts, mais aussi de compenser les charges administratives inhérentes à cette situation. Dans l'hypothèse d'une correction des droits exigibles, les majorations de retard continuent à être appliquées. Si le contribuable veut éviter les majorations de retard, il doit faire une demande de sursis à exécution et faire aussi une demande de sursis de paiement. Lorsqu'un paiement d'impôt n'a pas été fait 3 jours après l'échéance, des majorations de retard sont imposées. Ce délai est appelé « délai de grâce des paiements ». Pour les règlements par virement ou les paiements sur un compte de perception, Caisse des finances, le jour du paiement est considéré comme le jour où le contribuable s'acquitte réellement de sa dette. Pour les paiements par chèque, le jour à retenir est celui où le chèque arrive à la perception. Un délai de grâce pourra être demandé si le chèque arrive après la date limite. La majoration pour retard ne pourra pas être utilisée comme moyen de pression contre les contribuables insolvables. Il est possible dans ce cas que l'administration accorde une remise partielle des pénalités. Celle-ci sera de moitié pour les contribuables qui ont des difficultés de paiement,
car un contribuable qui paye en retard ne doit pas avoir plus d'avantages que celui qui a demandé un sursis à exécution ou un sursis de paiement. 4. Un exemple en guise de conclusion. Monsieur Offencotter rend à l'administration sa déclaration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.